Avant de lancer cette vidéo, vérifiez votre compréhension et votre connaissance de la vidéo précédente en faisant ce quiz, donc toujours à l'adresse habituelle que vous avez aussi en dessous dans les descriptifs de la vidéo. Alors il y a un lien entre la façon dont circule le fluide interne, donc que ce soit du sang ou de l'hémolymphe, et le milieu. Donc bien sûr, cette circulation du fluide interne, elle permet d'entretenir le gradient de pression partiel du côté justement interne. Alors il y a un cœur systématiquement. Le terme de cœur veut simplement dire qu'on a une structure avec une activité musculaire qui est capable de faire circuler le fluide interne, qu'il soit le sang ou l'hémolymphe. Donc il prend des aspects tout à fait différents que vous avez vus en TP. Prenons le cas d'un invertébré, donc que ce soit une écrevisse, que ce soit une moule. Donc on a un système de circulation ouvert, il y a un cœur qui envoie sous pression un liquide qu'on va donc appeler de l'hémolymphe et qui le long d'artères, et ensuite les artères sont ouvertes, il n'y a pas de capillaire, et directement ce fluide se répand entre les cellules et ensuite il est repompé par des veines ou directement par le cœur, dans le cas de l'écrevisse. Donc là, on a un système qu'on appelle un système circulatoire ouvert. C'est pour ça que le fluide est appelé de l'hémolymphe. Et on a une circulation simple. Le sang passe une seule fois par le cœur pendant tout son trajet. Toujours en milieu aquatique, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré, si on ose s'exprimer ainsi, avec le poisson osseux. Avec le système de poisson osseux, on a toujours un cœur qui envoie le sang sous pression en direction des branchies. Et une fois que ce sang est oxygéné au niveau des branchies, il passe au niveau des organes, avec des échanges au niveau des capillaires, puis il rejoint le cœur. Donc comme il ne passe qu'une seule fois par le cœur, ça reste une circulation simple, mais c'est un système fermé, il y a des capillaires et non plus une ouverture des structures. Et on a une circulation simple, fermée. Et donc là, c'est du sang sous pression, puisque vous voyez que les artères qui sont situées juste après le cœur vont en direction des branchies. C'est juste à côté, on l'a vu en TP. Le sang est sous pression, à forte pression, dans les branchies. Alors, c'est possible parce que l'eau exerce une contre-pression. On a une forte pression et une contre-pression exercée à l'eau, par rapport à l'eau. La double circulation, ça veut dire que quand il aura fait un tour complet, le sang sera passé 2 fois par le cœur. C'est le cas chez les mammifères, où le sang est envoyé sous pression relativement faible, mais sous pression quand même, en direction des poumons. Et là, il revient au cœur, grande différence avec le poisson, avant d'aller aux organes, et il est mis sous pression à ce moment-là, il est mis sous forte pression quand il va aux organes. Donc ce système de double circulation fait qu'on peut avoir une circulation à relativement faible pression du côté des poumons et une circulation au contraire à haute pression du côté des organes. Et bien sûr, c'est un système circulatoire fermé puisqu'on a un système là aussi de capillaires. Donc détaillons un petit peu ces aspects. Dans le cas du poisson, on a une circulation sous pression. Cette circulation sous pression a une conséquence immédiate, c'est que la surface d'échange ne peut pas être aussi fine que celle qu'on voit par exemple dans un poumon de mammifère. Parce qu'ici le sang est envoyé sous forte pression, une pression qui doit être suffisante pour que le sang puisse faire le tour complet de l'organisme. Donc il faut une forte pression. Ce qui fait que si on avait ici une surface extrêmement fine, qui en plus était au contact avec de l'air, on n'aurait pas la contre-pression de l'eau, on aurait une surface très fine et tout ça exploserait sous l'effet de la pression sanguine. Ici, on a déjà l'eau qui exerce une pression sur la structure et on a une paroi, une surface d'échange qui finalement est 10 fois moins fine que ce qu'on a en milieu aérien, parce qu'il y a une certaine résistance mécanique due à cette paroi, et toute mutation qui va vers un amincissement de sa paroi augmente aussi les risques d'hémorragie, et donc n'est pas conservée par l'évolution. Au
contraire, en milieu aérien, il peut y avoir une évolution vers des structures 10 fois plus fines, parce que là, bien qu'il n'y ait pas de contre-pression due au milieu, eh bien, on a une circulation à faible pression. La circulation pulmonaire est à faible pression. Et cette pression serait tout à fait insuffisante pour que le sang fasse un cycle complet, le tour complet de l'organisme. C'est complètement insuffisant. Mais on est en double circulation, ce qui fait que le sang est remis à pression et à haute pression à partir du moment où il repasse par le cœur. Donc c'est le fait d'avoir une double circulation qui permet ici une finesse extrême de la surface d'échange, bien qu'on soit en milieu aérien, parce que la pression ici, dans le système pulmonaire, est adaptée à la finesse de la surface d'échange. Il y a une coévolution entre les deux et le sang est à une pression suffisamment faible pour ne pas risquer de faire des hémorragies, mais suffisante pour quand même pouvoir retourner au cœur. Alors chez le poisson, chez les poissons téléostéens, on a une petite particularité dont on va voir qu'elle a une grande importance fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle une circulation à contre-courant entre le sang et le fluide circulatoire, donc entre le sang et l'eau. Donc vous ferez attention, on entend des horreurs, les poissons nagent à contre-courant, non, ça n'a rien à voir. Hein. Quand on est en train de parler de contre-courant ici, on veut dire que le sens de circulation du sang et le sens de circulation de l'eau sont en sens opposé. Et c'est ça qui fait le bon rendement en termes de pourcentage d'extraction d'oxygène chez les poissons par rapport à ce qu'on peut voir dans un système aquatique de type invertébré, comme les moules, les écrevisses, ou même dans un milieu aérien. Donc pour ça, on va comparer deux systèmes équivalents, donc deux systèmes aquatiques, le système de l'écrevisse, le système des branchies de poisson. Dans un système comme la moule par exemple, l'eau et le sang ne circulent pas dans le même plan. En fait, ils circulent à 90 degrés. J'ai dit le sang, l'hémolymphe, hein, il ne s'agit pas de sang, il s'agit d'hémolymphe, nous sommes chez un invertébré. L'eau et l'hémolymphe circulent dans deux plans qui sont perpendiculaires. Donc c'est un peu compliqué à modéliser, donc ici on a choisi de faire simple et on a fait comme si l'eau et l'hémolymphe circulaient dans le même plan. Alors, à l'aide d'un schéma que l'on va construire ensemble, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre la situation qu'on appelle à co-courant, l'eau et le sang circulent dans le même plan mais dans le même sens, et la situation du poisson osseux à contre-courant, l'eau et l'eau circulent dans le même plan mais en sens opposé. Mais pour ça, il faut déjà justifier que chez le poisson, on a bien une circulation en sens opposé de l'eau et du sang. Donc si on prend une coupe transversale de branchies, qui de façon extrêmement schématique ressemble très grossièrement à ça. L'eau arrive au niveau de l'arc aortique et on a de l'eau qui passe entre deux branchies. Celle-ci, elle n'intervient pas dans la respiration. Donc ne vous en occupez pas, l'eau qui circule entre les branchies n'a aucun intérêt en termes de respiration, puisque je vous rappelle que ce n'est pas la lame branchiale qui est la surface d'échange, mais les très nombreuses lamelles qui sont disposées perpendiculairement à cette lame branchiale. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'eau qui ruisselle entre deux branchies, mais l'eau qui va vers l'intérieur de la branchie en passant entre deux lamelles. Donc ça, c'est le petit piège. Vous essayerez de bien vous en souvenir. La seule eau qui nous intéresse, c'est celle qui passe entre les lamelles. Et donc l'eau qui arrive au niveau d'un arc branchial, il fait le tour et on a deux flux d'eau qui passent entre les lames. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est ce sens-là de l'eau. Et vous voyez que c'est des sens opposés. À chaque fois, l'eau va de l'extérieur de la branchie vers l'intérieur de la branchie. C'est ce sens de l'eau qui nous intéresse. Et le sens du sang par rapport à ça. On a une artère afférente qui est du côté interne de chaque lame branchiale et qui repart sous forme d'une artère efférente sur les deux portions externes
de la lame branchiale. Donc je pense que vous avez repéré que nous avons un plan de symétrie ici. Donc ce que je dessine d'un côté, vous le retrouvez de l'autre. Et à l'intérieur d'une branchie, le sang circule librement. Je vous rappelle, il n'y a pas de capillaire à l'intérieur de cette surface d'échange, ce sont des sinus. Il circule librement, mais il circule bien sûr d'une artère à l'autre, donc de l'artère afférente à l'artère efférente, à l'intérieur de cette lame branchiale. Et donc vous voyez qu'il circule, il circule en sens opposé, comme ici aussi. Il circule en sens opposé de l'eau. L'eau va de l'extérieur vers l'intérieur, le sang va de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui a été représenté ici. On voit à chaque fois l'artère afférente, l'artère efférente, le sang qui passe dans un sens, l'eau qui passe dans l'autre sens. Donc vous ferez attention, ce schéma est généralement très mal réalisé, parce qu'il y a une confusion entre l'eau qui circule entre deux branchies et l'eau qui circule entre deux lamelles. N'oubliez pas que seule la lamelle est une surface d'échange, donc ce qui nous intéresse pour le contre-courant, c'est dans quel sens circule l'eau entre deux lamelles, dans quel sens circule le sang à l'intérieur de la lamelle. Et à partir de ça, on peut dire qu'on a un système à contre-courant. Chez la moule, on a des branchies qui sont des sortes de tubes en forme de W, dans lesquels circulent de l'hémolymphe. Donc l'hémolymphe, elle circule dans ce sens-là, mais l'eau, elle circule à 90 degrés par rapport à ça. Donc vous voyez que on fait une petite simplification parce que ça complique un petit peu les choses. Quand on dit que la moule est un exemple de co-courant, c'est un petit peu exagéré, mais le co-courant, c'est le système extrême le moins efficace. Une moule est à mi-chemin entre le système de co-courant et le système de contre-courant. Donc partons de ce principe, un invertébré en co-courant, nous allons un petit peu exagérer, et puis un poisson osseux en contre-courant, et construisons le schéma pour comprendre pourquoi il y a un des deux qui extrait plus d'oxygène que l'autre. On va donc faire le schéma d'un système à contre-courant et d'un système à co-courant. Donc d'abord, on va prendre le système à co-courant, puisque c'est ce qui va nous servir de référence et qui va nous permettre de comprendre pourquoi il ne se produit pas la même chose dans un système à contre-courant. Donc le système à contre-courant n'est pas si fréquent, il existe chez les poissons osseux téléostéens, bon il existe aussi chez les oiseaux mais c'est pas notre programme. Le co-courant ou des choses qui y ressemblent, c'est ce qu'on retrouve chez les crustacés, chez les lamellibranches, donc ici vous voyez que nous avons un contraste invertébré-vertébré. Alors, puisqu'on est chez des invertébrés, il ne va pas s'agir de sang, il s'agira donc d'hémolymphe. C'est pour ça que je vais choisir une couleur différente, je le mets en rose. Alors, peut-être qu'une nuance de bleu aurait été plus intéressante, puisque si on est chez les crustacés, chez les lamellibranches, ce sont des pigments à base de cuivre. Donc c'est plutôt transparent, légèrement bleuté, comme vous avez pu voir en TP. Mais bon, pour que le schéma reste simple, j'ai choisi de le représenter en rose. Et donc dans les branchies, circule de l'hémolymphe. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas prendre d'annélides, parce que les annélides, c'est aussi des systèmes équivalents à un co-courant, mais il y a du sang. Alors après, ça fait plein de mélanges. Donc pour des raisons pédagogiques, je choisis soigneusement des invertébrés à hémolymphe. Et de l'autre côté, le poisson téléostéen avec du sang. Et même si on est plus précis, avec des hématies. Puisque ça, c'est une différence entre le sang d'invertébrés et des annélides. Les annélides ont de l'hémoglobine, mais elles n'ont pas d'hématies. Et les vertébrés ont de l'hémoglobine dans des cellules, dans des hématies. Ensuite, nous avons bien sûr
une surface d'échange. Donc c'est l'épithélium branchial qui est présent. Si on est chez des crustacés ou chez des lamellibranches, nous sommes dans le sinus de la lamelle et nous avons juste l'épithélium branchial chez le poisson. Je les dessine de la même épaisseur, même si on a vu en TP que chez les télostéens c'est un peu plus fin que chez les lamellibranches, parce qu'ici nous n'allons pas montrer l'influence de la surface d'échange, mais juste l'influence du sens de circulation. Donc c'est là où il faut bien faire attention à mettre correctement le flux d'eau et le flux de sang. Donc ici on fait un co-courant. Co-courant, ça veut dire que l'eau et l'hémolymphe circulent dans le même plan et dans le même sens. Et contre-courant, ça veut dire que l'eau circule à contre-courant du sang. Donc le système de contre-courant, il est ici. On prend une eau qui est une eau normale, donc qui contient une teneur en oxygène correspondant à sa température. Donc je mets 100%, c'est-à-dire qu'elle s'est équilibrée, qu'elle a la quantité d'oxygène qui peut se dissoudre à cette température-là. Et c'est cette eau qui arrive au contact avec la structure branchiale. On va regarder ce qui se passe le long de cette surface d'échange. Dans les deux cas. Et ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est la pression partielle en oxygène que l'on va pouvoir trouver le long de la surface d'échange, dans les deux cas. Aussi bien en co-courant qu'en contre-courant. Je remonte un petit peu. Alors quand on est dans ce système, l'hémolymphe, elle revient d'avoir été au contact avec des organes qui ont consommé l'oxygène, donc elle est très pauvre en oxygène. Alors il n'y a jamais 0% d'oxygène, il y a toujours une teneur qui est relativement faible. Donnons un chiffre arbitraire, disons par exemple qu'il ne reste que 10% de la capacité totale de fixation d'oxygène par l'hémolymphe. Nous avons un énorme gradient ici, puisque on a de l'hémolymphe qui est à 10% d'oxygène et de l'eau qui est à 100%. On a un gradient énorme, donc en ce point, que je vais représenter donc ici, on va avoir un échange particulièrement important, un flux d'oxygène depuis l'eau vers le sang. Et ainsi de suite, mais au fur et à mesure que l'eau circule le long de cette surface d'échange, bien sûr, elle s'appauvrit tout doucement en oxygène, puisque cet oxygène passe dans l'hémolymphe. Et au contraire, l'hémolymphe, elle s'enrichit progressivement en oxygène, jusqu'au moment où ce flux diminue et jusqu'au moment où il n'y en a plus. C'est-à-dire que l'eau et l'hémolymphe se sont parfaitement équilibrés et on est arrivé à un système où on a un équilibre total entre les deux systèmes, c'est-à-dire que chacun a 50% de ce que l'eau peut fixer à cette température-là en oxygène. Donc si on met ici la valeur 50%, 50 ce serait mieux, la teneur en oxygène dans l'eau, elle diminue parce que l'oxygène passe dans l'hémolymphe, et la teneur en hémolymphe, la teneur en oxygène dans l'hémolymphe, elle augmente puisque l'hémolymphe a fixé de l'oxygène à partir de l'eau. Mais vous voyez que ce système ne va pas avoir un très bon rendement, puisque ici on atteint un système à l'équilibre. Pourquoi un système à l'équilibre? C'est la loi de Fick. La loi de Fick dit qu'il n'y a pas de flux d'oxygène s'il n'y a pas de différence de pression partielle en oxygène. Or justement, on va vers un amenuisement de la différence de pression partielle en oxygène. Donc ici, il n'y a plus de moteur
pour la loi de Fick, donc il n'y a plus de flux d'oxygène. Donc en termes d'extraction d'oxygène, vous voyez que c'est assez limité. La quantité maximum d'oxygène qui peut être extrait de l'eau, c'est seulement 50%. Et ça, ce sera le rendement maximum si on a le temps, le long des surfaces d'échange, d'aller jusqu'à l'équilibre. Est-ce qu'on peut faire mieux qu'une extraction de seulement 50%? Prenons le système donc du téléostéen. On va remettre exactement les mêmes points de référence de façon à pouvoir comparer. Saturation totale, une saturation très faible, et puis la fameuse valeur 50% qui était l'extraction maximum que l'on pouvait obtenir en courant. Donc ici, on est toujours dans le même système. Quand le sang arrive à la surface d'échange, il provient directement du cœur chez les poissons, mais c'est une circulation simple, c'est-à-dire que juste avant de passer par le cœur, le sang est passé par les organes, a perdu de l'oxygène au profit des organes, c'est le principe même, et donc quand il arrive le long de la surface d'échange, on va proposer que les organes des deux organismes fonctionnent de la même manière, puisqu'on ne souhaite pas étudier ce phénomène, on veut juste étudier le contre-courant. On va dire qu'ils ont la même capacité d'extraction de l'oxygène, et que donc, quand ces organes ont fini leur extraction d'oxygène, il ne reste plus que 10%. Donc on part exactement de la même situation, en co-courant et en contre-courant, 10% pour le fluide circulant et 100% pour l'eau. Et la seule chose qu'on change dans le dispositif, c'est de faire circuler l'eau et le sang en sens opposé. Pourquoi est-ce que ça va changer quelque chose? C'est parce que ici, on est à 10%, et l'eau qui sortira de cette branchie, vous vous doutez bien qu'elle a quand même une pression partielle en oxygène qui sera supérieure à 10%. On a dit même que si on était dans le cas précédent, c'était même 50%. Donc il restera plus que 10%. S'il reste plus que 10% d'oxygène dans l'eau, ça veut dire qu'il y a une possibilité de flux entre l'eau et le sang, ce qui augmente la fixation d'oxygène par le sang. Imaginons qu'on arrive à la fameuse valeur de 50%, donc la valeur maximum que l'on avait dans le système à co-courant. Ce sang, il est au contact avec de l'eau qui contient beaucoup d'oxygène aussi. Et ici, donc on est sur ce point-là, on est sur ce point. Le sang a progressivement augmenté sa teneur en oxygène, et il est arrivé à la valeur de 100%, de 50%. Qu'est-ce qui se passe pour l'eau? L'eau, quand on est ici, à la sortie de la surface d'échange, lui, il est à la valeur de 100%. Et donc, il va, lui, au contraire, progressivement perdre de l'oxygène en direction du sang. Seulement, dans cette teneur, dans cette évolution, au moment où le sang est à 50%, l'eau est encore à plus de 50%. Donc la valeur 50% pour l'eau, elle sera atteinte un peu plus loin sur la surface d'échange, mais pas ici. Ici, c'est, disons, imaginons, 60%. Alors oui, ça ne fait pas un énorme moteur. Ici, nous avions un gradient de pression partielle extraordinaire, ce qui faisait un énorme flux. Ici, nous avons un petit flux, mais un petit flux qui ne s'arrête pas assez rapidement le long de la surface d'échange, un petit flux qui, lui, dure tout le long de la surface d'échange. Ce qui fait que tout le long de la surface d'échange, il y a des échanges entre l'eau et le sang. Ce qui fait qu'à la fin, on pourra avoir un taux d'extraction qui va être beaucoup plus important, parce qu'on ne s'arrête pas quand l'eau a perdu 50% de son oxygène. Donc là, quand on arrive à cette situation-là, ce serait la situation équivalente
à la situation en courant, mais on a encore en supplément tout ça. C'est-à-dire que, puisqu'il y a circulation à contre-courant, quand l'eau devient assez pauvre en oxygène, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre du sang qui est encore plus pauvre en oxygène parce que c'est le sang qui revient directement des organes. Et donc on dépasse la valeur de 50% et on peut s'appauvrir encore un petit peu plus en oxygène et il peut y avoir un rendement théorique qui est meilleur puisque on peut dépasser les 50% d'oxygène extrait de l'eau. L'eau peut encore s'appauvrir parce qu'il rencontre du sang qui est encore plus pauvre que lui en oxygène. Donc le gradient se maintient ici. C'est ce qui explique le rendement supérieur dans un système à contre-courant que dans un système à co-courant. C'est que quand l'eau est pauvre en oxygène, elle rencontre du sang qui est encore plus pauvre en oxygène puisqu'il revient directement des organes. Alors que là, quand l'eau atteint 50%, il rencontre une hémolymphe qui est chargée en oxygène. Et c'est pour ça que les systèmes s'arrêtent. CQFD. En milieu aquatique, on a donc vu que la circulation en contre-courant permet de compenser un peu la faible teneur en oxygène en augmentant le rendement, donc le taux d'extraction, puisqu'on a un taux d'extraction qui peut facilement atteindre 20% chez des poissons osseux, ça compense un petit peu la faible teneur en oxygène de l'eau. La circulation unidirectionnelle, elle compense un peu aussi la forte densité et la forte viscosité de l'eau. Donc chacune sont des adaptations aux paramètres physico-chimiques de l'eau et donc aux contraintes liées au fluide respiré. Donc si on résume, en milieu aérien, la convection de l'air est quelque chose qui consomme extrêmement peu. Donc il n'y a pas beaucoup de pression de sélection sur la ventilation. Il peut y avoir des modifications qui apparaissent au sein des organismes, mais la pression de sélection est relativement faible, ce qui fait qu'une circulation bidirectionnelle suffira largement, parce que l'air est très riche en eau et très déformable, très facilement mis en mouvement. Il y a très peu de dépenses énergétiques qui lui est associée. En milieu aquatique, par contre, la convection de l'eau consommant beaucoup d'énergie, il y a une très forte pression de sélection qui fait qu'on a une évolution convergente de groupes très différents vers un même fonctionnement qui est une circulation unidirectionnelle de l'eau et avec, pour les poissons osseux, une évolution entre le sens de circulation de l'eau et le sens de circulation du sang qui amène à une circulation en contre-courant permettant d'augmenter le taux d'extraction de l'oxygène. Donc en milieu aérien, la respiration n'est pas limitante par sa teneur en oxygène. En milieu aérien, le problème, c'est plutôt que l'air est sec. Donc la sélection se fera sur les pertes d'eau et non pas sur l'extraction d'oxygène. Alors qu'en milieu aquatique, la sélection se fait sur l'extraction en oxygène. On peut avoir des adaptations anatomiques, nous avons vraiment insisté sur ce fait, mais n'oubliez pas que nous pouvons aussi avoir des adaptations comportementales. C'est-à-dire que si l'animal a un faible rendement dans son extraction en oxygène, eh bien il peut tout simplement adapter son comportement. Et on voit ça assez facilement chez les invertébrés, notamment ceux qui sont piégés dans des petits volumes d'eau à marée basse. Et bien, pendant la marée basse, il y a une très forte diminution de leur activité locomotrice. Donc ils consomment peu d'oxygène à ce moment-là, tout simplement parce que leurs muscles sont peu actifs. Et puis les muscles sont capables de fermentation pendant les périodes où ces flaques d'eau chauffent vraiment beaucoup, il reste vraiment très peu d'oxygène dissous. À ce moment-là, il peut y avoir aussi fermentation jusqu'au retour de la marée haute. Donc toutes les adaptations ne sont pas nécessairement anatomiques. Il y a des organismes qui ne présentent pas d'appareil respiratoire particulièrement développé, comme les annélides par exemple, et à ce moment-là, leur adaptation est essentiellement comportementale, c'est-à-dire que leur lieu de vie et leur locomotion dans ce milieu de vie est limitée par leur appareil respiratoire. On a dans tous les cas une convection des fluides internes, elle existe toujours. Faites bien attention, les insectes ont une hémolymphe, les insectes ont un cœur qui fait circuler cette hémolymphe. C'est juste que la convection de l'hémolymphe chez un insecte n'a aucun rôle dans la respiration.
Donc nous ne le voyons pas dans ce cours parce que ce cours est centré sur la respiration, mais il existe une hémolymphe, elle circule chez les insectes, elle permet de faire circuler des ions, des nutriments, et elle a à peu près les mêmes rôles que chez des organismes invertébrés aquatiques, mais elle n'intervient pas dans la respiration puisque la particularité des insectes, c'est que l'oxygène arrive directement sous forme d'air au fond des trachéoles, et ça arrive directement aux organes. En dehors des insectes, on a une convection de fluide qui a un rôle dans la respiration, qui entretient le gradient de pression partielle, donc du côté interne, de l'autre côté de la surface d'échange respiratoire, mais on a vu avec des conséquences selon l'anatomie de l'appareil circulatoire. La surface d'échange peut être fine ou non. Si la surface d'échange est juste après le cœur, eh bien elle est soumise à une forte pression avec des risques de rupture, donc c'est ce qu'on voit chez les poissons. Et au contraire, si on a une double circulation, on peut avoir certains appareils respiratoires qui est juste après le cœur, mais dans une circulation spécifique, une circulation pulmonaire à basse pression, et à ce moment-là, il y a des possibilités d'évolution de la surface d'échange vers une grande finesse. Donc il y a une certaine contrainte liée au plan d'organisation de l'animal sur l'évolution de la structure, de la finesse de la surface d'échange. Il vous reste un nouveau quiz à faire qui porte sur l'ensemble de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour vous remémorer des choses et puis vérifier que vous avez bien compris et puis vous aider à apprendre. On s'arrête là pour aujourd'hui, donc c'est la séance du jeudi 26 novembre, la séance est terminée, mais il serait bien que vous vous prépariez à la prochaine séance de demain vendredi, de façon à pouvoir bien suivre. Donc revoyez votre cours sur les protéines, en particulier sur les structures tridimensionnelles et sur l'allostérie, puisque la séance de demain vendredi porte sur l'hémoglobine. À demain!